C'est parti. Et c'est parti pour un nouvel épisode de la quotidienne du Tour de France roue libre. On est ensemble pour un peu moins d'une heure et on va parler de Comment ce ça, un peu moins sprint. d'une heure? T'es pressé ou quoi? Bon, non, je sais pas, juste là, on va faire un Non, je petit peu rigole. moins d'une heure à chaque fois, je suis jamais pressé. On Et fait 1 heure généralement. On fait une ouais, petite c'est heure. une heure. On fait une petite Non, heure en vrai. c'est une heure. Mais tu sais quoi, un peu plus d'une heure, Polo, maintenant, il va falloir assumer. Mm. On va être ensemble. En plus, il y a pas mal de trucs à dire aujourd'hui. Pas mal d'enseignements. Donc, ça va être très intéressant. Je vous salue tous, les copains, dans le chat. Déjà, de nombreux présents. Et je resalue une nouvelle fois Polo et Robin. Robin que j'ai croisé ce matin sur Winamax, qui est parti tout sourire, qui revient un peu moins souriant avec je fais pas ses le malin. déclarations ignobles sur Dylan Groenewegen. Et Polo, plutôt humble là-dessus, mais qui ne va pas manquer pendant l'émission de le rappeler. Comment ça va, Paul, du coup? Ça va très bien. Écoute, Joseph, on s'est quitté il y a à peu près une petite heure après un baptême de ta nièce très réussi. On a vu toute la famille. C'était très chouette. On n'a C'était pas fort manqué de agréable. regarder quand même en live les 10 kilomètres et de rentrer très tôt pour analyser ce qui s'était passé aujourd'hui. Écoute, non, ça va bien. C'est une belle journée bien remplie, en tout cas, pour nous trois encore. Ouais. Et toi, Robin, ça va sinon? Ça va, j'ai halluciné. J'ai halluciné quand j'ai vu Groenewegen venir sauter tout le monde sur la ligne. Il y a un Tu moment, m'étonnes. aux 900 mètres, j'ai vu les bike exchange remonter et je me suis dit, tiens, ils sont là, les gars de Polo. Et je me suis dit, mais bon, ça va pas passer quand même, faudrait pas faire cette blague. Mais tu sais Et que finalement, c'est passé. En plus, on était en train de regarder le live sur mon téléphone, sur Eurosport, et tu nous as spoilé. En fait, je vois un message qui s'affiche avec un oh putain, ou je sais plus ce que tu dis. Et je me J'ai dis, dit, oh là là, non, merde. il est en train de nous spoiler. J'ai eu mon gros doigt pour cacher tes messages, et après on a pu se regarder la course dans les bonnes conditions. Mais je ne vais pas cacher ma satisfaction de voir Dylan Groenewegen gagner. Après, c'est quelque chose que je sentais réellement. C'était pas une blague ni un truc jeté en l'air comme ça. Je pensais réellement qu'il avait les capacités encore de gagner un sprint sur le Tour de France. Mais voilà, on va débriefer ce sprint et au-delà de la victoire de Groenewegen, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, parce que l'attitude de Van Aert, aussi bien dans le sprint pour gagner ou pour justement ne pas gagner, est intéressante. Sagan s'est plaint notamment de son attitude, ça aussi, ça va être intéressant. Sagan qui revient donc au premier plan, on va faire une palette avec Robin qui va parler de son amoureux, et Jacobsen, du coup, qui devait effectivement gagner potentiellement tous les sprints de ce Tour de France. Et ben, il y en a peu et il gagne pas celui-là. Donc pour le maillot vert notamment, bah, ça a des conséquences. On regardera un peu d'ailleurs les conséquences sur le maillot vert. Et est-ce que aussi ça relance un peu la bataille pour le maillot vert? Est-ce que vous voyez, parce que là il y a pas mal de noms qui ressortent un peu, pas mal de coureurs qui font des belles places. Van Aert qui est toujours placé et qui gagne aussi les chronos, les sprints intermédiaires. Mais voilà, bon, Paul, t'as pas l'air d'accord, mais on va Il voir peut y si avoir ça un se petit passe. match. Il peut y avoir un Avec petit qui? match. Ouais, avec qui? Ça va être Pas intéressant. un petit match, pardon. Il peut y avoir un petit danger avec je pense toujours Jacobsen malgré tout et avec Peter Sagan qui a l'air de vouloir ce maillot vert et qui fait les points. Alors il a du retard, il a beaucoup de retard sur Wout van Aert, mais Peter Sagan il va aussi pouvoir tenter des coups à certains moments dans des étapes. Prendre peut-être encore plus de risques que ce qu'il a fait par le passé pour aller chercher ce maillot. Bah, Ouais. Euh, Non, mais ah, en plus, Robin, il y a un conducteur dans cette émission. pardon. C'est une production américaine, monsieur, hein. Donc on y reviendra, ne vous inquiétez Question. pas. Non, j'ai pas posé une question, j'ai annoncé, c'est une fausse question. On travaille ensemble depuis 5 ans désormais, tu le sais que ce sont des fausses questions. Donc tu dis un truc sur 10 secondes si tu veux, et après tu me rends la parole. Et Ouais, alors que par excuse-moi. contre, on est en train de perdre Paul, et ça m'inquiète peut-être un peu plus. Ou alors c'est moi, de mon côté, on est en train de me perdre, tout simplement. Moi, je te vois bien, Joseph. Alors moi, tu me vois bien, mais je ne sais pas si tout le monde nous voit bien dans le chat. Rassurez-moi, parce que ça bug un peu de mon côté. Donc j'espère que vous nous recevez bien. C'est vrai Et que j'entends Paul, plus Paul. Et j'entends Ouais, plus Paul, il est Paul. pas ouf. Paul, Paul, il est pas ouf. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la connexion, le Polo. donc, donc j'espère que, ça donc lag. j'espère que ça. On On est en perd train de tout le perdre tout le monde, monde. j'ai Ah, c'est l'impression. la merde. Ah là là, mais vous êtes là. non, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, ça lag un peu. Alors, Bon, Paul, je je pense sais que ce que c'était le problème. Ça va revenir. Ouais, C'était ouais. quoi? Ah non, mais c'est bon, ça va revenir. En fait, mon ordi était sur batterie et j'avais oublié de le rebrancher. Je suis désolé, les gars. Oh, et donc Ok. Normalement, c'est bon. ça joue dans la Normalement, connexion. Ok. normalement, c'est bon. Tout le monde va respirer. Ok, donc c'était pas de ma faute si j'étais en train de disparaître.
Non, 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 là, c'était de ma faute, les gars, parce que même moi, j'étais en PLS, petite transpiration, petite goutte sur le front, je comprenais pas. Mon câble Ethernet Et était pas bien que. branché, mais c'était juste mon câble de batterie qui était débranché. Ah, j'étais à deux doigts d'appeler Bon. Bouygues. Bon, tout va bien, tout va bien. Donc, comme on le disait, il y a pas mal de trucs à dire sur le sprint en soi, sur les sprinters et sur la bataille dans le maillot vert. Et on fera un petit point aussi parce que certains ont perdu du temps. Alors, il n'y a pas de grosses conséquences, mais quand même, on regardera ça. Un point sur la fantasy, une preview de l'étape d'après-demain, du coup, parce que demain, c'est repos. Et l'étape d'après-demain peut être intéressante en certains points. On y jettera un œil. La rétro de Robin. Robin, aujourd'hui, donc tu parles du Tour du Renouveau, c'est ça? Là, c'est une vraie question ou c'est pas une vraie question du coup? C'est une vraie question, du coup. Tant que tu réponds en 10 secondes, c'est bon. Ouais, on va parler du Tour 99 qui était présenté comme le Tour du Renouveau et qui l'a pas été tant que ça finalement. Ok. Et donc, on terminera bien évidemment par un quiz avec un polo qui gagne actuellement 3-2. 3-2. Si je Ouais, me c'est Trois ça. 2 ouais. Qui gagne 3-2. Joseph, t'avais dit que t'allais tenir les comptes. On est au 3e jour, t'hésites déjà, donc fais attention s'il te plaît. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas la feuille des comptes sous les yeux. Mais t'inquiète pas, effectivement, je les tiens. Donc, bah, du coup, on peut partir sur le débrief. Polo, je sais pas si tu as les synthés. On peut Bien parler sûr, bien sur le sûr, bien sûr. débrief. Donc, le débrief. Avec une victoire donc, de Dylan Groenewegen qui l'emporte devant Wout van Aert. Et on va pas se mentir, c'est une surprise quand même, hein. Dylan Groenewegen, on le rappelle, qui avait été suspendu pendant de très longs mois suite à son attitude qui avait mis Fabio Jakobsen justement au sol. Et il avait pu gagner. Fabio Jakobsen, bon, il avait gagné sur le Tour de Slovénie, donc il a quand même pas mal gagné cette année quand tu regardes. Mais sur le World Tour, il avait pu gagner depuis le Tour UAE, et c'était en 2020. Voilà. Une victoire au Donc, World Tour en 3 ans. Paul, à toi l'honneur, j'ai envie de dire, parce que sur Winamax, tu avais annoncé et tu avais vu effectivement qu'il avait une belle jambe. Donc, félicitations à toi, tout simplement. Bah, merci, merci. Mais après, on va pas non plus faire les fanfarons. Ça reste une immense surprise et ça reste une victoire arrachée dans un contexte aussi de sprint massif, mais un peu décousu quand même, avec un Jacobsen qui ne sprinte pas, avec un Ewan qui ne sprinte pas, avec un Mats Pedersen aussi un peu bousculé qui ne sprinte pas non plus. Mais ça, Groenewegen, ce n'était pas son problème. Lui, justement, c'est les choses qu'il a subies hier. Lui non plus, il n'a pas pu sprinter. Là, il a pu, et il a pu faire son sprint. Il a trouvé la bonne ouverture au bon moment. Ah, ça s'est bien ouvert. Contrairement à Ewan, qui était dans sa roue et qui espérait peut-être aussi trouver la belle ouverture. Voilà, bah, écoute, tant mieux pour lui. Mais voilà, par contre, ce que je disais ce matin sur Wina et qui était important au-delà de la victoire, c'est que je pense qu'il l'avait dans les jambes, et en tout cas, il a prouvé qu'il l'avait dans les jambes, comme pas mal d'autres sprinteurs l'ont prouvé aujourd'hui. Philipsen l'a prouvé aussi. Caleb Ewan, je pense qu'il l'a prouvé aussi malgré le fait d'avoir été enfermé. Voilà, ça veut dire que même si Jacobsen semble quand même un peu au-dessus, il y a un beau parterre de sprinters et des mecs qui sont capables de gagner une étape si Jacobsen, et de manière plus globale, encore une fois, le train Quick-Step se rate. Donc en ça, c'est cool. Et puis, ouais, que Groenewegen gagne, je suis content parce que pour le coup, ça, je l'avais dit ce matin, et d'autres autour de ce plateau Twitch de qualité, on était un peu moins convaincus. Ah ouais. Ça fait mal, ça, Robin. Ah, ça fait mal parce que je Ça pensais fait pas qu'il mal, pouvait ouais. gagner. Mais je pensais vraiment pas qu'il pouvait gagner. Ah, vraiment, j'étais sûr de mon coup. Autant sur Ewan, j'y croyais pas, mais tu vois, je le disais tranquillement. Autant sur Groenewegen, j'étais sûr. Depuis des mois, je le vois à la ramasse, Groenewegen. À la ramasse, t'es dur quand même à la ramasse. Si, Parce si, bah, que, sur le Dauphiné, il passait pas une bosse. Alors, je veux bien que Groenewegen, ce ouais. soit un pur sprinter, mais il a quand même terminé les Tours de France. Il a gagné l'étape des Champs-Élysées, donc ça veut dire qu'il est allé jusqu'à Paris. Et là, tu as l'impression qu'il passe plus une bosse et qu'il va être mis hors délai à la planche des belles filles. Donc, j'espère pour lui que ce sera pas le cas et que ça va aller. Mais un sprinter, même s'il est là pour la plaine, quand il passe pas la moindre bosse, c'est aussi significatif de sa forme. Et puis Groenewegen, les sprints qu'il a fait au Dauphiné, c'était cata. Enfin, il n'a pas sprinté. À Paris-Nice non plus. Dès qu'il a été sur des grosses courses cette année, il n'y avait pas un sprint. Il a gagné sur des petites courses face à des concurrences très modestes. Honnêtement, Pas tout le temps, là. Je regardais sur le Tour de Hongrie, par exemple, il bat il bat Fabio Jacobsen une fois. Jakobsen. Ouais.
Voilà. Mais du coup, Tu voulais pas honnêtement, l'entendre, celle-là. là, j'ai été voir. Hein, je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui ai fait, une connerie en disant Ouais, qu'il bah pouvait oui, jamais gagner? j'imagine. Bon, et ouais, il en a J'imagine. claqué une belle, mais Faut regarder. je pensais pas, honnêtement. Je pensais vraiment Ouais. pas. Je pensais qu'il allait aller jusqu'à 4-5e, aller s'approcher un peu du podium, mais pas mieux. Et honnêtement, bravo à lui. Il a bénéficié de quelques circonstances, évidemment, mais les autres aussi, en fait. Jacobsen, il n'était pas là. Enfin, il était retardé dans ce sprint. C'était une chance pour tout le monde. Ça pouvait être Van Aert, ça pouvait être Philipsen qui saisissait cette chance-là. Ça a été Groenewegen. Il a eu aussi l'ouverture qui s'est faite. Van Aert qui choisit peut-être le mauvais côté. Ça a laissé la place à Groenewegen pour aller plein axe au dernier moment. Donc tant mieux pour lui. Je suis pas sûr qu'il en gagne 2, mais par contre, je vais un peu moins faire le malin et je vais l'annoncer un peu plus modestement. Et donc Groenewegen qui l'emporte devant Wout van Aert et Jasper Philipsen. On va se concentrer du coup sur Van Aert parce que c'est une deuxième place pour la troisième fois. Est-ce qu'il a fait des erreurs, Robin notamment? Est-ce que selon toi, il fait une erreur en ne prenant pas la roue de Laporte sur la fin? Ouais, pour moi, il fait une erreur. J'ai pas compris en live. Je me dis, la porte lance et tu te dis, c'est un boulevard pour Van Aert à ce moment-là. En plus, on sait que Jacobsen, enfin, on le voit bien, il est maillot vert, donc tu le vois très vite. Tu vois qu'il est loin. Tu te dis, ok, là, Van Aert, c'est royal. Et la porte part à gauche et Van Aert ne le suit pas. Alors ça peut arriver, ça arrive parfois qu'un sprinter ne suive pas son poisson pilote parce que les circonstances font que le poisson pilote se lance un peu tard et en fait c'est déjà le moment de lancer le sprint. C'est ce qu'a estimé finalement Van Aert. Il a expliqué après l'arrivée, il a vu le panneau 250 mètres. Il pensait qu'il l'avait passé depuis déjà quelques secondes et qu'en gros c'était le moment de lancer. Mais il s'est planté. Il a lancé trop tôt. Il l'a reconnu. Il a dit qu'il aurait dû suivre Christophe Laporte, qu'il aurait dû lui faire confiance. En gros, il a dit qu'il n'avait jamais eu un mec comme ça pour lui emmener les sprints, qu'il a un gars très très fort pour être un poisson pilote et que c'est de sa faute. Il n'a pas fait confiance à Laporte et il aurait dû. Parce que je pense que s'il reste à couvert, un petit peu protégé derrière la porte, 10 ou 20 mètres de plus, bah, il ne se fait pas sauter sur la ligne par Groenewegen. Non, Ma c'est clair. question, est-ce qu'il décale peut-être un peu trop vite la porte? Van Aert reconnaît qu'il aurait dû la garder, mais est-ce qu'il n'a pas un peu peur, Van Aert aussi, parce que la porte se décale vraiment très rapidement à gauche? Bah, c'est le jeu, non? Bah oui, c'est le jeu. Ça ralentit un peu devant. Alors, je sais plus si c'est Morkov qui C'est Morkov, ralentit ouais. ou c'est ça. Laporte, il est lancé. Il est lancé et il tient, vu la jambe qu'il a et le sprint qu'il fait en se relevant en plus sur les 50 derniers mètres. Christophe Laporte pouvait l'emmener encore 30-40 mètres facile. Et là, je pense que c'est plus la même histoire pour l'arrivée parce que derrière, Groenewegen, ça devient tout de suite beaucoup plus dur de sortir dans le vent et de le sauter. Là, Van Aert, il prend du vent un peu trop tôt. Il prend du vent un peu trop tôt, un peu comme Philipsen a pris du vent un peu, comme Pedersen, pardon, a pris le vent un peu trop tôt hier. On sait qu'avec le vent qu'il y a au Danemark, même s'il n'était pas énorme, ça reste quand même un petit vent de face compliqué. À partir du moment où tu lances ton sprint, si tu as un mec derrière et que tu es encore un peu loin de l'arrivée, tu te fais un peu, tu te fais avoir. Mais après, c'est une erreur que Wout van Aert a assumée. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que certes, c'est bien d'assumer, mais c'est relatif à un vrai manque de confiance envers son coéquipier Christophe Laporte. Je pense que c'est un peu plus ça qui est embêtant pour lui, mais même de manière plus globale, c'est pas la première fois qu'on chope Wout van Aert la main dans le sac, tactiquement, à mal gérer des fins de course. Alors là, c'est un sprint, mais il y a quand même quelques fois où il y a des courses qu'il aurait sûrement dû gagner, qu'il ne gagne pas, pour des choix stratégiques peut-être un peu étranges. Donc, il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, qu'il travaille notamment sur la confiance qu'il a envers ses coéquipiers. Christophe Laporte lui est complètement dévoué pour ce grand tour. Il est en pleine forme, il est hyper fort. Voilà, fais-lui confiance, quoi. C'est vrai que après, je sais pas, il y en a dans le chat qui disent que l'attitude notamment de Morkov, comme l'attitude de Stuyven hier, hein, notamment, on voit de plus en plus de poissons pilotes en fait qui se déportent plus du tout sur l'extrémité opposée, mais qui vont rester en plein milieu de la route. Et on a Il le gêne, Morkov. c'est sûr, il le gêne. Mais finalement, est-ce que c'est une attitude que l'UCI, Robin, doit prendre en main? Parce que dans le chat, certains disent que c'est vraiment dangereux. Alors, Satellite dit que c'est une manœuvre dangereuse, mais sans conséquence. Alors, lui, il est partagé. Coach Bouteille dit que c'est un malade, tout simplement, qui cause ça en s'arrêtant au milieu du peloton. Est-ce que c'est des attitudes qui t'inquiètent, ça?
Ouais, c'est dangereux. On le sait que c'est dangereux. C'est pas d'aujourd'hui. Le fait est qu'on a aujourd'hui beaucoup de trains dans le final d'une étape, encore plus sur le Tour de France, et que tous ces trains, à un moment, ils s'arrêtent. Et enfin, les poissons pilotes ont fini leur boulot. Quand tu fais ça en montagne finalement et que tu emmènes ton leader et que tu t'écartes, bah, tu es à 20 à l'heure et il n'y a aucun risque. Mais quand tu t'écartes à 60 à l'heure et que d'un coup tu passes de 60 à 30 à l'heure en 2 secondes, c'est évidemment très Ouais, tu dangereux. freines pas, mais tu es en roue libre. Donc les C'est autres ça. derrière, ils gagnent en vitesse, hein. Donc, Et on l'a ça très bien vite vu notamment un avec Florent. différentiel de 20 km/h, quoi. Ah ouais, et puis les gars disparaissent pas de la route en fait. C'est pas parce qu'ils ont fini de leur boulot qu'ils disparaissent et on n'est pas dans Pro Cycling Manager. Tu peux pas passer au travers. Donc il faut que, évidemment, ces gars-là Ça va fassent pas attention à ce essayer. qu'ils font. Et moi, ce qui me dérange surtout, c'est quand ça paraît volontaire. Parce que je Ah là, conçois c'est qu'un mec. clairement volontaire, hein. Depuis 2 jours, tu le vois Voilà, que Stuyven et Morkov, c'est tu te voulu. dis, il y a une volonté de gêner les mecs derrière. Et ces Et gars-là. même Laporte, hein, sur la fin, là, quand il se déporte pas du tout à gauche à la fin. Et moi, c'est ça qui me gêne parce que qu'un mec qui fait son boulot de poisson pilote soit complètement cramé et vraiment il aille au bout du bout, il ne puisse plus pédaler et du coup il fait peut-être une erreur de lucidité au moment de s'écarter. Bon, bah ça c'est dangereux, mais je peux le tolérer, il fait pas exprès. Par contre, quand c'est fait volontairement parce que Morkov se retourne et il voit qu'il a perdu Jacobsen, en fait, que c'est pas pour la bonne personne, il est en train d'emmener le sprint avant Van Aert. Donc ça va pas du tout. Il se retourne et tu as l'impression qu'il décide d'un peu l'emmerder, de le gêner. Moi, je trouve qu'à 60-70 km/h, on ne peut pas faire ça. C'est pareil avec Stuyven hier qui essaye de favoriser l'envolée de Mats Pedersen en gênant derrière Sagan et Jacobsen. Moi, je considère que ça, oui, Mais c'est un, pas fair play et deux, très très dangereux. c'est compliqué. On a parlé beaucoup de. Aujourd'hui, c'est Groenewegen qui gagne. Hier, c'est Jacobsen. On a parlé de cette histoire, le Tour de Pologne, l'énorme chute de Jacobsen qui a failli en mourir, qui est revenu, qui a eu une longue rééducation et qui gagne une étape sur le Tour. Ok, c'est une belle histoire, mais avec des comportements comme ça, on risque d'avoir de nouveau des énormes chutes dans des sprints à 70 à l'heure. Et c'est pas ce qu'on Ouais, souhaite. je comprends et je suis assez d'accord sur la finalité. Je sais pas si un mec comme Stuyven, qui certes est un coureur d'exception, mais qui n'est pas un poisson pilote de métier, a fait volontairement la petite erreur, parce que c'est une erreur, a fait l'erreur qu'il a faite hier. Là Morkov, c'est quand même peut-être un peu plus criant. Le problème d'un poisson pilote, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Physiquement, c'est pas possible. Et en fonction de l'endroit où ils sont sur la route, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Le problème, c'est que derrière eux, tu as une dizaine de coureurs prêts à tout pour le passer et pour trouver un endroit pour passer. Donc, je pense que c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à gérer. Après, toute la question, c'est de savoir si Morkov le fait exprès. Moi, je pense qu'on va en parler juste après. Pour moi, c'est pas le comportement le plus dangereux que j'ai vu dans ce sprint Mais aujourd'hui, hein. parlons-en Et maintenant, hein, Paul, hein, parce que c'est hyper intéressant. Déjà, je remercie Jus de s'être abonné. Il s'est abonné avec Prime, notamment. C'est une possibilité. Merci à toi d'être sub, hein, franchement. Merci beaucoup du soutien. Polo, du coup, ouais, toi, c'est l'attitude surtout de Van Aert. Alors, je mets les photos, Paul, si tu le veux, hein, ouais, les deux photos qui j'arrive. révèlent, en gros, Ça, c'est il quand y le a, sprint démarre, la première. ouais, alors Attendez, la il première, faut que je la mette, effectivement, là. oui, oui, je vais la mettre, je vais en parler. Du coup, on est Vas-y, effectivement on c'est est à bon, vous 200 l'avez. mètres de l'arrivée, et on voit donc à ce moment-là Morkov, donc c'est la première attitude qui s'arrête, et d'ailleurs on voit la distance à laquelle est Jacobsen en bas à droite avec le maillot vert, ça c'est la première chose. Et effectivement, la deuxième chose, c'est que du coup, Laporte part d'un côté, Van Aert part de l'autre, on le voit vraiment presque à 1 mètre à droite de cette ligne blanche qui va disparaître, et on le voit presque à, je dirais, alors j'ai peut-être pas le compas dans l'œil, mais je dirais quelque chose comme 5 mètres des Des barrières. barrières. Et par contre, là, franchement, Là, il on est est à plus qu'à 1 50 mètres de la mètre. ligne. Et là, on est à 50 mètres de la ligne. Parce que, en fait, moi, naturellement, dans le sprint, ça me saute pas aux yeux. Il le fait tellement lentement que ça me saute pas aux yeux. Et j'ai l'impression que Sagan veut montrer qu'il dévie sa ligne. Et donc, il y va. Et Il y a quand même un la moment, question, Sagan c'est est pas, obligé de le toucher du coude. la question, c'est pas de le faire lentement ou pas, c'est de le faire. Le règlement, c'est ça. Et Ouais. Jackie Durand l'expliquait très bien dans Les Rois de la Pédale après, même si c'était à chaud et que il avait peut-être pas vu tous les angles. En revoyant le sprint, il reste sur son avis, et un avis que je partage. Il dit une phrase forte, Jackie. Il dit si on respecte la règle de manière objective,
de manière réglementaire. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il est déclassé. Glarek à la lettre, pardon, il est déclassé. Il dévie sa ligne et il envoie un Peter Sagan. Si Peter Sagan n'est pas funambule ou qu'alors il a quand même l'expérience et ralentit un tout petit peu, s'il tombe sur Groenewegen, enfin le Groenewegen d'avant l'accident, Groenewegen il tente de passer là, et là peut y avoir carnage. C'est ça le vrai problème. Là il tombe sur un Peter Sagan qui a peut-être pas la niaque qu'il pouvait avoir avant, qui a plus besoin d'avoir cette niaque et de prendre des risques inconsidérés pour essayer de chercher une victoire d'étape. Tu tombes contre une nouvelle tête brûlée du sprint. C'est hyper dangereux. Et là, on parlait de Jacobsen et de Groenewegen, on peut revivre un truc comme ça. Donc c'est plus ça moi qui m'ennuie aussi. Après, Wout van Aert ne fait pas de mouvement très dangereux en soi, mais ça mérite, je pense, peut-être une disqualification. En tout cas, ça mérite d'ouvrir le débat parce que pour moi, il y a déviation de ligne et Sagan se retrouve dans les barrières. Moi, je pense que c'est pas, ça mérite pas disqualification. Je pense que c'est à la limite, quoi. C'est un peu. Je vais mettre un sondage. C'est un peu comme hier avec l'histoire de Stuyven et Sagan Jacobsen qui frotte fort pour passer. Sagan qui frotte fort pour pas perdre sa position et rester avec Jacobsen. Je pense que c'est à la limite de l'acceptable que ça passe, mais en tout cas, tu peux pas dire qu'il a gardé sa ligne. Tu peux pas dire que c'est un sprint très propre. Le sprint n'est pas clean, mais c'est limite et ça passe. Pour moi c'est OK. Mais ouais, pas de déclassement. Enfin, Polo, tu disais disqualifié, j'imagine que tu voulais dire déclassé. Oui, disqualifié. Pas viré complètement du tour. Non. Sagan avait été viré du tour pour un truc quand même qui, on va dire, ressemblait un petit peu à Vittel en 2017, où il tasse Mark Cavendish comme ça contre les barrières. Cavendish essaie de passer, honnêtement. Moi, sur cet épisode-là, je trouvais que Cavendish avait un peu forcé le passage, qu'il n'y avait pas la place dès le début et qu'il y va. Ça n'avait pas empêché que Sagan avait été disqualifié du Tour de France et avait quitté le Tour à Vittel. Il y avait eu chute et il y avait eu abandon de Cavendish, ce qui avait joué aussi dans la décision. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'aurais pas déclassé Van Aert, mais petit avertissement parce qu'il est à la limite, quoi. Lui redire quand tu démarres ton sprint quasiment au milieu de la route, il n'y a pas de raison que tu le finisses à 50 cm de la barrière. Mais globalement, les commissaires de course, je trouve, sont pas très sévères. Hein. Ça déclasse rarement. Souvent, il y a des grosses pénalités en Formule 1, par exemple. Parce que c'est viril, un sprint. En cyclisme, c'est pas. Ouais, voilà, mais viril, on sait qu'il y a eu des tragédies dernièrement. On n'est pas passé loin de tragédies. Et oui, c'est viril, c'est vrai. C'est la fibre du sprint. Mais c'est vrai que. Le truc qu'on se dit, c'est qu'à un moment, c'est viril jusqu'au moment où il y en a un qui s'explose la gueule, qui a 2 doigts de mourir. Et voilà, et à la fin, tu n'as plus envie que ce soit viril, tu as juste envie qu'ils arrivent en vie, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Encore aujourd'hui, on a beaucoup d'irrégularités. Moi, je trouve là ce fait de course un peu limite dans le sens où tu empêches clairement un coureur de faire son sprint en ne respectant pas les règles. C'est juste ça. Au-delà de penser à l'aspect dangereux, déjà, d'un point de vue plus pragmatique, ça peut poser question. Encore une fois, hier aussi, dans le sprint, on a vu des coups de coude, des gens qui ont tenté de se faire leur place. Peter Sagan aussi en faisait partie. Hier, je crois qu'on était dans le viril. Tu parlais du viril, mais correct, Robin. Aujourd'hui, c'était pas hyper viril non plus, mais c'était dangereux. Moi, je pense que encore une fois, et dans le chat, je crois qu'ils le disent. Si c'est un autre coureur que Peter Sagan, un mec qui a peut-être un peu plus la dalle, c'est pas un reproche à Peter Sagan de dire ça, mais un mec un peu plus tête brûlée que lui, un peu plus jeune que Sagan, ça peut finir d'une autre manière. Donc, est-ce qu'on attend la chute pour sanctionner ou est-ce qu'on fait de la prévention? C'est toute la question qu'on se pose depuis des années sur les sprints. Donc, c'est compliqué à juger, quoi. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est peut-être aussi la palette des commissaires qui est peut-être pas assez grande. On parle tout de suite de déclassement dans un sprint. Tu vois, en Formule 1, tu as la possibilité de mettre 5 secondes de pénalité. Est-ce que certains coureurs, un déclassement, c'est ça. Je peux dire à Van Aert, aujourd'hui, tu es 50e au lieu d'être premier. Oui, 50e. Mais le déclassement, en général, c'est que tu finis dernier de l'étape. C'est rare que Van Aert soit 50e. Parce que si tu lui fais prendre, tu vois, 2 places, par exemple, mais je dis une connerie, hein, dépassement de ligne 2 places, il perd des points pour le classement du maillot vert, il est un peu sanctionné, mais pas non plus de manière démesurée. Ouais, ok.
Tu vois, c'est un peu ça le côté, la palette à agrandir. Je Oui, sais oui, il pas, hein, devrait y c'est avoir une une idée, échelle mais ouais, une plus échelle un peu large. plus large, quoi. Parce que là, du coup, s'il le sanctionne, le mec, il perd tous ses points au maillot, pour le maillot jaune, il perd tous ses points pour le maillot vert. C'est lourd, quoi, tu vois? Je trouve que la palette des sanctions n'est peut-être pas assez large. Après, je sais pas. Mais bon, on sent qu'ils sont bien dedans, que ça frotte, que c'est tendu. J'ai même vu Groenewegen, malgré voilà, ses antécédents, se faire quand même sa place et jouer clairement des coudes avec Hofstetter notamment. On sent qu'il y a beaucoup de coureurs, qu'il y a un niveau qui est assez homogène derrière Jacobsen. Alors Jacobsen, quand c'est un sprint qui est tout droit, là autant on va en parler, il fait une erreur. Mais quand c'est tout droit, il est clairement le meilleur. Mais j'ai l'impression qu'il y a après derrière beaucoup de coureurs qui ont un peu le même niveau, ils sentent que c'est vraiment ça doit jouer des coudes, quoi, et que c'est tendu. Bien sûr, mais même Jacobsen, hein, tu vois, il a beau avoir eu un accident quasiment dramatique il y a quelques années, hier il a frotté sévère avec Sagan et Jacobsen, depuis qu'il est revenu au top et qu'il gagne des sprints, il est obligé de lui aussi de frotter. Si tu ne veux pas frotter, tu fais pas de sprint et C'est vrai. c'est ce qu'avait décidé Laurent Jalabert après sa chute à Armentières en 94. Il avait dit voilà, le maillot vert et les sprints c'est terminé pour moi parce que je veux plus frotter à 70 à l'heure dans des finales d'étape et il était devenu un autre type de coureur. Jacobsen a décidé de revenir et de rester un sprinter. Groenewegen, pareil, et bah, ils vont être amenés à frotter de nouveau, hein, c'est inévitable. Sinon, ils vont faire que des 10e places. C'est vrai. Et il y en a un du coup qui a pas aimé vraiment ce sprint, c'est Peter Sagan du coup. Peter Sagan, du coup, on va regarder la palette, Robin. Tu m'as envoyé quelques screens. Ça t'intéressait de voir son attitude. Et dès 5 km de l'arrivée, il est déjà aux avant-postes. Ouais. Donc je te suis. Tu peux y aller. Bah, pour montrer un peu qu'on a malgré tout un Peter Sagan qui est de retour à un très très bon niveau. C'est pas encore le grand Peter Sagan qui gagne des étapes sur le Tour de France et qui claque le maillot vert, on est d'accord. Mais depuis hier, sur les deux sprints qu'on a vus, où il fait 5e hier et 4e aujourd'hui, ou 6e hier, j'ai oublié, on a un grand Peter Sagan, je trouve, qui est très intelligent. Il lui manque peut-être un poil de jambe, mais très très intelligent et très, très habile et volontaire aussi, parce qu'il y a des moments où on a vu un Peter Sagan qui n'avait pas spécialement envie de s'embêter et d'aller dans les sprints. Là, c'est le cas. Et bah, sur ce premier screen, on voit il est dans la roue de Fabio Jacobsen à 5 km de l'arrivée. Et en fait, hier et aujourd'hui, il a eu la même stratégie. Dans les derniers kilomètres, il est évidemment un petit peu isolé parce que l'équipe Total Energy, c'est pas la plus dotée en termes de poissons pilotes et de coureurs pour emmener Peter Sagan dans un final d'étape. Donc il y va un peu tout seul et il prend les roues. Et alors par contre, il n'y a absolument personne qui est capable de prendre les roues aussi bien que lui. C'est Jacobsen ou Van Aert, il choisit, il alterne à certains moments. Mais dès que quelqu'un veut venir lui piquer la place, ça passe pas. Quand c'est Ewan qui vient, il lui met un petit coup, Ewan il repart. Ça peut être n'importe qui d'autre, ça ne marchera pas. Et ensuite, sur le deuxième screen, on voit aussi sa qualité en termes de replacement. À un moment, il est capable de dire là, la roue de Jacobsen, j'en veux plus. Je ne vais pas m'entêter à suivre Jacobsen. S'il voit qu'en fait, il y a une autre tactique possible. Et là, c'est le dernier virage de l'étape, finalement, qui est à 800 mètres de l'arrivée. Il le prend complètement intérieur. On voit Jacobsen, lui, il passe, on en parlera peut-être un peu après, mais il passe de la 3e à la 10e place au moment de ce virage. Sagan, il fait l'inverse. Il est 12e avant le virage. On voit là, en fait, il remonte sur la gauche tout ce groupe de coureurs et il va ressortir du virage 3e. Franchement, c'est incroyable. Je me suis même dit, il ressort peut-être trop devant parce qu'il reste 800 mètres et il n'y a plus que 2 mecs devant lui. Ah, il a pris Donc, le bel intérieur. voilà, il a regardé un peu derrière, il s'est replacé. Ensuite, il s'est replacé 4e. Mais en fait, c'est ce virage qui fait toute la différence parce que s'il garde la roue de Jacobsen, son sprint est foutu. Et il va sprinter pour faire une 6e ou une 7e place. S'il garde la roue de Ewan, je pense que c'est pareil, c'est foutu. Ewan part de très très loin. Donc, il fallait exactement faire ce move. Et c'est là que tu vois que tu as un bon Peter Sagan. Il l'a senti et il l'a réalisé à la perfection. Et après, il prend la roue de Van Aert. Et là, tu peux dire, franchement, il n'y a pas meilleure position. Qu'est-ce qui lui manque? Je pense qu'il lui manque un peu les jambes. On ne saura jamais ce que ça aurait donné si Van Aert n'était pas allé un peu vers la droite. Est-ce que Sagan avait réellement la force pour passer ou pas du tout? En tout cas, honnêtement, je pense que s'il n'y a pas ça, il va chercher le podium. S'il ne se fait pas un peu tasser quand même. La victoire, je pense pas malgré tout. Mais ça te montre qu'on a quand même un Sagan qui est revenu à un très bon niveau, sachant que jouer des podiums d'étape sur des purs sprints du Tour de France, même à son top, c'est ça qu'il faisait. Sagan, à part 2 fois, je crois, je me rappelle d'un sprint à Metz tout particulièrement, mais c'était très rare que Peter Sagan, dans ses grandes années, gagne un sprint massif du Tour devant Cavendish, Greipel, etc. Donc en fait, même là, un Sagan au top, on ne l'attendrait pas pour battre Jacobsen. Par contre, il faut qu'il aille faire des podiums sur des étapes. Ça, c'est le grand Peter Sagan qui prenait beaucoup de points pour le maillot vert et qui ensuite allait concrétiser sur les autres étapes.
Polo. À propos de Peter Sagan? Oui. Du coup, est-ce que tu es étonné de son retour en forme et puis en plus, il est relativement seul, comme le dit Robin. Ouais, mais comme l'expliquait Robin, Peter Sagan sait se débrouiller seul. La vraie bonne surprise, c'est de le voir capable de rivaliser avec les meilleurs sprinters au monde dans la plus grande course du monde. Moi, je le pensais capable de, pareil, sur un jeu un peu de circonstances, de pourquoi pas gagner une étape. Je ne le voyais pas être à deux doigts de gagner deux sprints massifs parce qu'il est vraiment pas loin. Et à chaque fois, il est très bien placé. Alors certes, il y a eu cette victoire sur le Tour de Suisse, mais encore une fois, elle est un peu, elle est belle, hein, cette victoire, mais c'est pareil, c'est sur un sprint un peu décousu avec un dernier virage à 200 mètres de la ligne, où encore une fois, il vire 200 ou 300 mètres de la ligne, peut-être un peu plus loin, je ne sais plus exactement. Il vire parfaitement bien, il se retrouve dans une position parfaite. Euh, il n'y avait pas cette adversité et on était loin d'imaginer qu'il aurait cette forme-là. Donc franchement, moi, je suis impressionné. Et ce qui est intéressant, j'écoutais Jean-René Bernaudot à l'arrivée, c'est qu'en interne, il dit à tout le monde qu'il a retrouvé ses meilleures jambes et on croit beaucoup en lui sur des étapes peut-être un peu plus tricky qui élimineront certains sprinters. Et je pense directement à l'étape de Calais dans 2 jours. Et là, maintenant, Peter Sagan se place comme un outsider important pour ce genre d'étape. On le rappelle d'ailleurs, Peter Sagan, qui avant le Tour de France a complètement manqué son début de saison. Il était touché par le Covid. Il l'a dit qu'il a eu énormément de mal à revenir. Plusieurs fois, il l'a eu. Plusieurs fois. Derrière, il est parti aux États-Unis et il a participé notamment à une épreuve de gravel. C'était au Kansas. Et après, il est revenu en Europe pour faire le Tour de Suisse. Alors, il est parti aux États-Unis notamment. Alors, c'était c'était commercial, hein, on va pas se mentir, parce que en plus, c'était avec le sponsor, c'était avec Specialized, parce que Specialized a commercialisé deux modèles de gravel. Qui sont le Diverge et le Cruise. Je suis allé voir. Effectivement, il a participé donc à cette promotion et peut-être aussi que ça lui a fait du bien, hein, de prendre l'air, d'aller aux États-Unis et de C'est des trucs revenir qu'il kiffe, ça. avec d'autres attentions. Bah ouais, c'est clair. Il est Tu sais parti ce avec qu'il a fait, Danielos en Sagan, plus, hein, son meilleur pote. Donc, il y a quelques avec mois? Danielos, pardon. Je le dis pour l'anecdote, il y a quelques mois, il est allé à Buenos Aires, Peter Sagan, et il est allé voir un match de Boca Juniors. On lui a offert un maillot Peter Sagan numéro 10 et tout. Et le lendemain, dans les rues de Buenos Aires, il faisait une cyclo où tous les gens qui voulaient pouvaient se pointer avec un vélo et rouler avec Peter Sagan pendant 2 heures. Quel Et régal. ce qui est assez Franchement, incroyable. Ça va pas plaire à Alex Dubar River Plate dans le chat, cette histoire. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Bah, j'étais pas en Argentine à ce moment-là, malheureusement, mais j'aurais bien kiffé. ça va, il va nous manquer, hein, quand il partira. Je pense qu'on faut encore qu'on profite de lui et c'est vraiment cool aujourd'hui qu'il soit de retour. Alors on a le temps, il a 32 ans, hein, donc tout va bien. Ça dépend de lui, Euh, ça dépend de s'il a envie. c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, il dit tout le temps qu'il a pas envie et puis au final il est toujours là. Donc, bon. C'est vrai. Il On aime trop remercie, ça. on remercie Aurélio qui vient de Ah, s'abonner merci. aussi, hein, nouvel abonnement. Merci les gars, merci pour la force. Ah, là, ce C'est fort. trop gentil. Yes. Un mot quand même effectivement de Jacobsen. Bon, tu t'en as parlé tout à l'heure sur les slides, Robin. Juste une erreur de virage, peut-être un reliquat un peu de son passif et de la chute. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste tout simplement une erreur de trajectoire. Il est un peu bloqué, mais derrière j'ai l'impression qu'il lâche relativement rapidement aussi. Alors il lâche un Ouais. gros coup de frein, hein, mais Il a freiné, ouais, il a expliqué, Sénéchal l'a expliqué en interview, il a dit ouais, ça Fabio se a voit, dû hein. freiner. Je ne sais pas si c'est dû à son passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre que déjà Jacobsen et la Quick-Step ne sont pas imprenables sur les sprints. Oui, c'est lui qui paraît être l'homme dominant et c'est sans doute lui le plus rapide, mais c'est pas pour ça qu'il va gagner toutes les étapes. Il peut aussi se rater sur le placement et il peut aussi être un jour mal emmené, etc. C'est un exemple aujourd'hui. Après, la faute à qui? Je pense Jacobsen en partie, forcément, puisqu'il loupe son virage, mais aussi peut-être un peu Sénéchal et Morkov qui l'emmènent. Je trouve qu'ils arrivent assez lentement en fait dans le virage, assez prudent. Et du coup, ça donne l'opportunité. On a vu tout à l'heure Sagan qui fait l'intérieur. Il y en a d'autres qui l'ont fait, un tout petit peu moins bien que Sagan, mais ça a quand même fonctionné pour eux. Et en fait, ils ont pu le faire parce que les mecs de devant ont quand même abordé le virage assez tranquillement. Et ça leur a permis, eux, en arrivant plus vite, de faire l'intérieur. Si Sénéchal arrive finalement à bloc dans le virage, bah, il n'y a personne qui peut remonter, quoi.
Donc voilà, je pense que c'est un peu un mix des deux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Jacobsen, il aborde le virage en 3e place, il ressort 11e. Forcément, ton sprint, il est fichu. Il y a eu quelques hommes qui ont perdu du temps, Paul, quand même. Au-delà du sprint, il y a eu quelques chutes. Alors, j'ai noté Menties, quand même, qui avait fait un bon début de Tour de France. Jack Egg et Uran. Et Pinot aussi. Est-ce que tu veux voir non, quelqu'un ça, d'autre mine de rien, t'as Caruso. Caruso, Ouais, Dylan Caruso, Teuns, c'est vrai. c'est important parce que la Bahreïn, Et là. Egg, les deux. Hein. Et Egg, oui, mais tu l'as cité, Egg, Pardon, déjà. Ouais, excuse-moi. j'ai Ouais. cité Euf. J'ai cité Egg. Euf. Oh, excellente celle-là. Ah ouais, excellent. Bon, t'as qui? T'as Uran qui perd le temps, Caruso, Egg, Menkis, Guillaume Martin, Enzega. Là, je trouve que l'information principale, c'est cette équipe Bahreïn Victorious. Je trouve. Un Jean-Mur qui super nous dit début de Tour de France. la police française doit kiffer. Jean-Mur qui nous dit ça. Franchement, Bahreïn Victorious, qui là perd déjà beaucoup de temps. 40 secondes, c'est pas rien. En plus du débours qu'ils avaient déjà pris dans le chrono, c'est quand même un peu embêtant. Surtout pour une équipe qui, je pense, arrive avec des armes, avec des volontés de bien figurer dans le top 10, voire mieux. Ils sont Donc, tous les trois à 39 secondes. Ouais, ils arrivent à 39 secondes. Ils arrivent à 39 secondes ce Ils soir. arrivent à 39 secondes Et, et au classement général, Dylan Teuns est à 1,6. Jack Egg est à 1,37 et Dameno Caruso est à 1,41. c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais par contre, Bruce Menkis, qui a l'air d'arriver dans une forme assez éblouissante, à l'image de la dynamique de son équipe, perd du temps, c'est dommage. J'aurais été Il se curieux de retrouve le à voir. 1,21. Ouais, j'aurais été curieux de le voir quand même un peu plus haut, lui qui a fait un chrono très, très correct. C'est un peu dommage. Après, Thibaut Pinot, tant mieux à partir de ce moment-là, qui perd du temps. Il a évité les chutes de peu, mais il l'a évité. C'est le principal. Pour l'instant, tout va bien. Il met pas un coup de pédale plus haut que l'autre. Il a fait un peu de foncier, un peu de fractionné plutôt hier pour replacer David Gaudu. Voilà, on est dans les temps de parcours. Encore 4-5 minutes de perdu d'ici la planche et on sera très bien pour vivre une étape fantastique. Donc voilà pour le débrief. Il n'y a rien à rajouter d'autre. Hein, on est d'accord? Très gros sprint de Philipsen. Ouais, Voilà, juste Philipsen, ça. il faut le Ah oui, dire. c'est vrai qu'il fait quand même podium. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'année. Depuis le début du tour, pardon. Philipsen fait un sprint énorme. Je pense qu'on est sur 16-17 secondes de sprint sans jamais relâcher. Contrairement à tous les autres sprinters qui ont sprinté cet après-midi, c'est assez extraordinaire ce qu'a produit Philipsen. Mais le problème de Philipsen, c'est la manière dont il est emmené. Il part de loin, quoi. Hier et aujourd'hui, il part de loin. Je veux bien que Van Der Poel aime pas trop frotter, etc. Il veut pas trop prendre de risques, mais il est envoyé trop tôt au charbon dans ce train Alpecin Phoenix. Pourtant, Alpecin, ils sont prêts dès le début. Hein. Mais tu l'as vu, parce que Van Der Poel super fort. Mais oui, Van Der Poel, à 3 bandes de l'arrivée, Van Der Poel est devant le train Quick-Step. Il est au niveau de Lampart. Et là, tu dis que c'est OK. Mais derrière, l'Alpecin se fait enfermer. L'Alpecin se fait enfermer. Et après, Philipsen est obligé de rattraper 20 coureurs après le virage, quoi, presque. Ouais. C'est pas sérieux pour un sprinter qui a les armes. C'est clair. Les attitudes de Krieger et Van Kersburg. Alors, Van Kersburg, je ne sais pas, mais Krieger, c'est très clair. Je trouve qu'il il a tout simplement pas été exceptionnel parce que il doit emmener Philipsen en fait sur 100 mètres, quelque chose comme ça, et pas beaucoup plus, entre 600 et 500 mètres en fait. Et alors que Van Der Poel, lui, fait beaucoup plus. Et je trouve que le dernier relais de Krieger, il n'est pas bon et il est très court surtout. Et peut-être qu'il gagnerait à inverser en fait. Peut-être que Van Der Poel doit tout simplement lancer Philipsen. Ouais, s'il le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Je pense qu'il n'a pas très envie. Moi, je pense qu'il n'a pas très envie. S'il n'a pas envie, Après, comme le dit Yves dans le chat, un Dries de Bondt, voilà, c'est déjà des gens avec beaucoup plus de références et une très belle pointe de vitesse. N'oublions pas Tim Merlier. Et Tim Merlier, mais Tim Merlier, ça a bien marché sur le Tour de France déjà, les deux. Mais Tim Merlier, je crois qu'il ne le prend pas parce que justement, il sait qu'il part chez Quick-Step.
Ah oui, Non, tu mais peux le bien prendre et sûr, je te gagner dis. il peut quand même te faire gagner les étapes. Donc, Ah bah, c'est moi, clair, j'ai non, du mais mal c'est avec un ce vrai truc-là. choix qui leur coûte aujourd'hui. Ouais. Ah bah oui, on te prend pas parce que tu vas partir, ok, mais Ça. c'est pas comme si tu allais le convaincre de rester. Il va partir. Donc, autant qu'il Ouais, gagne mais des ça se étapes fait avant de de partir plus parce en que là, tu plus, le payes. les coureurs. C'est comme Quinten Hermans. Mais Oui, mais Merlier, il pour est moi, ça blessé n'a en marché. aucun plus là. sens. Ça Il est n'a pas aucun Ah, blessé. sens. peut-être, ça j'avoue, je sais pas. Il est pas blessé, Si- Merlier. Je crois qu'il s'est où il était tombé. Ah non, c'était avant le Giro, je crois. Je vous dis des Non, bah, bêtises. il a fait les championnats de Belgique Ouais, non, mais il y c'était a avant 10 le jours. Giro. C'était avant Il le est, champ- Giro. il est Mais il champion de s'était Belgique. blessé avant le Giro. mais ça se Donc, fait de plus en plus. Avant le Tour de France, on sait qu'il y a beaucoup de transferts qui se font et des équipes qui, un peu en mode PSG, le PSG avec Ben Arfa, tu t'es chiant, tu respectes pas ton contrat, t'es pas bon, ou tu pars tout simplement, et on te prend pas quoi. ouais, Et moi, je Merlier. trouve ça juste bête parce que tu te prives Ouais, de c'est clair. potentielles Moi aussi, je victoires, trouve quoi. ça Mais bon. dommage. Je trouve ça dommage. Mm. Donc voilà. Un point sur la fantaisie. Un point sur la fantaisie. La fantaisie du Discord de Roue Libre pour voir du coup que le créateur de la fantaisie est désormais premier de la fantaisie. Le créateur, Enfin, c'est Seb, non? le Le créateur, c'est co-créateur. le co-créateur. Co-créateur. C'est vrai que En tout Seb, je cas, t'oublie tout le temps, j'en suis désolé. C'est parce que je parle beaucoup avec Tov sur le Discord, donc Seb, je suis désolé. Mais Tov, du coup, est premier. Avec 6 points, vous êtes exactement 10 à avoir 6 points. Mais Tov apparaît peut-être au goal average particulier numéro 1. Ou peut-être qu'il s'est mis premier, je ne sais pas, Tov. Donc bravo à toi. Tu as sûrement dû mettre. Alors, du coup, qui as-tu mis? Tu as peut-être mis Van Aert. Je ne sais pas qui t'a mis, Toff, mais en tout cas, bravo à toi. Ensuite, derrière, où est-ce qu'on en est? Du côté, du coup, alors, je vais peut-être les lire. Joseph, je crois que Joseph, t'es 48e, je crois, un truc comme ça, non? Je suis 48e avec 8 points. Ouais. Ah, t'es pas mal, toi. T'as mis qui Bah aujourd'hui? ouais. J'ai mis Mats Pedersen, pourtant, je crois. Ah non, je suis peut-être mis Philipsen. J'ai mis Philipsen, bah oui, c'est Ah pour bah ça. alors. J'ai mis Philipsen. C'est mieux. Ouais. Ouais, je pensais avoir mal fait. En fait, je pensais avoir mis Pedersen. Et en fait, j'ai Bien mis joué. Philipsen. Donc c'est carré. Vous aviez mis qui? Alors, Robin, toi, tu es 106e avec 12 points. J'ai mis Jacobsen aujourd'hui, comme Polo, je crois. Ouais, j'ai mis Jacobsen aussi. Mais moi, je suis toujours très loin au classement, autour des 300 et quelques, parce Ouais, que à j'ai mis cause de Bissegger le premier jour. Bissegger, bah ouais. Et je te vois même pas, Paul. Tu es ici, Ouais, 373e avec 107 points. ouais, bah écoute, le Tour de France, c'est long, hein. C'est long. On en parlait tout à l'heure avec Menkis, c'est quelques secondes de perdu, mais la montagne arrive et moi, je suis un grimpeur, donc j'espère me refaire à ce moment-là. Ouais, on espère pour toi aussi. Euh, Preview de la prochaine étape. J'affiche le profil, Polo. Donc, demain, on le rappelle, on n'est pas en live. On va se reposer un tout petit peu. On va quitter le Danemark. Les coureurs vont faire donc le transfert. Ils se retrouveront du coup à Dunkerque et ils termineront à Calais. Donc, quatrième étape, 171 km qui sont au programme, avec plusieurs cotes qui sont au programme. On va voir ça. Hop, le profil, il est dispo, Polo. Donc, je vous montre d'abord le profil de base pour voir que donc il y a plusieurs cotes qui sont à passer, notamment une à 10 km de l'arrivée. La côte du Cap Blanc-Neige. Alors, je ne sais pas si certains dans le chat habitent dans le coin, qui peuvent nous en parler un peu, mais on voit quand même que 7% Blanc-nez, hein, de Joseph. moyenne. Blanc-Nez. Oui. Ouais, je pense que J'ai mal au nez. t'es pas obligé de te risquer à une prononciation. C'est parce qu'il était sur la prononciation danoise depuis plusieurs jours. Ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai on dit l'excuse, on l'excuse. Je ne sais pas Mais c'est pourquoi. vrai que si des gens connaissent la côte, qui peuvent nous en parler, même du petit coup de cul juste avant, c'est intéressant. Parce que comme ça, ça nous permettrait de voir. Je ne sais pas pourquoi tu vides ta corbeille, Joseph, pendant qu'on est pendant ton écran. Non, mais je ne sais pas si elle apparaître, mais chez moi, c'est un réflexe terrible. Je déteste avoir ma corbeille pleine. Et du coup, je la vide. Je suis désolé pour cela, les amis. Et je ne pensais pas que vous alliez le voir. Il y a Just Jones qui nous dit que c'est une très belle côte et qu'on peut y perdre des sprinters. Moi, au vu du parcours, enfin au vu du profil, j'ai quand même l'impression que ça peut au moins étirer le peloton. Et le problème, c'est qu'après, tu es à 9,5 km de l'arrivée au sommet. Tu as une descente de quoi, 1,5 km, 2 km. Après, il faut revenir, il faut se replacer. Et il y a des équipes qui auraient tout intérêt
à éliminer des sprinters. Alpecin Phoenix, la Jumbo, même la Total Direct Energy, si elle est en capacité de mettre des choses en place. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas emmener des Jacobsen, des Groenewegen, des Ewan à l'arrivée. Ewan, bah, tiens, c'est Sentui qui nous dit dans le chat, Situi, qui nous dit Ewan favori quand même Milan San Remo. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Ewan passer les petites bosses, mais c'est vrai que s'il a sa forme. Il était bouillant avant Milan San Remo en début de saison. Là. Il était chaud. Ouais, sur le tour, sur un tour, un sombre tour, là, Ah, et j'avais puis vu, il a je sais l'air plus, en c'était forme, Oman hein. ou un truc comme ça. Aujourd'hui, s'il n'est pas bloqué, franchement, Caleb Ewan, sur il la a l'air première, très en forme. Non, arrêtons avec ça. Il va être bloqué tous les jours et on va dire qu'il sur aurait pu l'étape, gagner à chaque fois. sur Mais l'étape non, du Tour aujourd'hui, il d'Italie. remonte fort. Hein. Ouais, mais là, il était bloqué. C'est vrai, il a été bloqué, c'est un fait. Ouais, mais On sait Robin, pas il n'est si ça pas arrivera d'accord. Robin, il On n'est sait- pas Ouais, mais d'accord. Robin, je sais pas ce qu'il a, Robin, avec Ewan et Groenewegen depuis le début. Bah non, mais Il- s'il est bloqué, il- c'est parce qu'il est mal placé aussi. Sagan, il n'a Ah pas oui, été. non, mais oui, ça, c'est deux Bien choses sûr, mais différentes. on t'a pas dit qu'il était. Ouais, c'est ça. Renat qui disait, rappelle-toi Ewan au Giro. Ewan au Giro, il est quand même à 2 doigts de prendre le maillot, hein, s'il chute pas. Mais écoute, on verra. Je sais pas à quel Ewan on peut s'attendre. C'est le Ewan capable de passer ce genre de côte ou pas. Mais comme dit des coteurs, si ça monte vite, ça peut faire mal. Hein. C'est quand même une vraie rampe. C'est pas, ça va pas être facile. Moi, j'imagine quand même un Wout van Aert sur Calais. Ça quand même semble lui correspondre. Il y a l'équipe pour faire casser un peu tout ça. J'imagine pas grand-chose d'autre que Wout van Aert un peu revanchard sur cette étape. Il y a un scénario de course un petit peu différent possible avec la lutte pour le maillot jaune et Mathieu Van Der Poel qui a dit qu'il le visait, qu'il allait préparer des trucs pour cette semaine. Ce sera peut-être le jour où il faut le faire parce que petit à petit, avec les bonifications, il est en train de prendre un peu de retard malgré tout sur Wout van Aert. Il a pris 6 secondes hier, 6 secondes aujourd'hui. Désormais, Van Der Poel, il est à 20 secondes au classement général. Donc, s'il veut le maillot jaune, il va falloir commencer à s'en occuper. Je pense Sur la fin de l'étape, Robin, sur les 30 derniers kilomètres, tu es sur la côte. Hein. Ouais, et puis donc, si tu as le vent avec toi, tu voilà, peux puis tenter quelque chose. Cette bosse dont tu as parlé, Polo, ça me rappelle un peu des étapes où Julien Philippe pouvait faire la différence. Polo, si tu peux remettre juste le partage d'écran, j'ai juste mis la carte du nord de la France et avec le tracé pour qu'on voit vraiment sur les 30 derniers kilomètres qu'on est vraiment sur la côte. Moi, je serais pas étonné que Van Der Poel tente quelque chose. Et en tout cas, s'il veut prendre le maillot, c'est dans les 3 étapes qui arrivent. Mardi à Calais, mercredi sur les pavés, jeudi à Longwy. C'est les 3 jours où il peut déjà prendre des bonifs potentiellement et faire des différences, clairement, mettre Van Aert à 10, 15, 20 secondes pour aller chercher le maillot jaune. Attaque de Mathieu Burgodeau dans la dernière bosse. Pourquoi pas, ouais. Et pourquoi pas. On a déjà vu plus étonnant. Hein, mais il l'a déjà fait. Mais oui, déjà. Par contre, je pense que ça a quand même travaillé autour de Sagan pour cette étape, qui lui aussi fait partie des vrais outsiders, j'en parlais tout à l'heure. Ça semble quand même correspondre à toutes les qualités d'un Peter Sagan qui a des jambes. Donc, il faudra aussi voir. Il y a des gens qui pernaient. Ça, j'aimerais bien, Polo. Il y a des gens qui parlaient d'un scénario à la Épernay avec un départ, pourquoi pas, d'un des favoris au classement général. Je serais curieux de voir ça. Qui dit que derrière, s'il y a une accélération de Van Der Poel et Van Aert, t'es pas un Roglic, un Vingegaard qui suit et un Pogacar. On sait jamais. Hein. Ouais, putain, j'ai mis la. On sait on jamais. a le profil de Cap Blanc-Nez que j'affiche, Paul. Alors, c'est 7% de moyenne, mais sur les 300 derniers mètres, ou même au tout début, là, il y a un passage à 11%. C'est sympa hein, comme petit passage. Hein. Tu peux faire un diff. Ouais, tu peux. Et puis surtout, tu as une petite côte avant aussi, quoi. Franchement, c'est pas une étape simple. C'est un peu moins dur. Le petit coup de cul d'avant est un peu moins dur, mais tu peux déjà commencer à durcir à ce moment-là. Donc, franchement, ça va être intéressant. Franchement, ça va être vraiment, vraiment intéressant. On parle d'Hugo Hofstetter aussi, qui a clairement le profil pour passer cette côte et pour aller sprinter derrière. Là, pour le coup, ce sera quand même beaucoup moins lisible que les étapes qu'on vient de voir. Il y aura des très bons coups à faire si vous pariez et que vous voulez trouver le potentiel vainqueur ou le potentiel podium. Donc, voilà pour la preview de l'étape d'après-demain. C'est mardi, on le rappelle. On peut passer du coup à la rétro de Robin avec un sujet très intéressant qui est donc le Tour du Renouveau qui a eu lieu
Donc en 99, on se rappelle de toute cette histoire autour de 98, dont bien évidemment tu vas parler, Robin, beaucoup mieux que moi. Je te laisse la Un place. Tour de France frelaté, pas forcément que des bons souvenirs, mais on va en parler quand même. C'était le 3 juillet que ce Tour de France est parti. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que tout est très très bien fait dans cette émission. Le 3 Bien juillet fort. 1999, donc départ du Tour du Renouveau, celui de l'après-affaire Festina, puisqu'en 98, bien sûr, le Tour est marqué par le départ de l'équipe Festina et d'autres équipes même qui vont suivre. Un Tour de France fini en peloton réduit. C'est aussi le premier Tour remporté par Lance Armstrong en 1999. Et du coup, la conséquence de tour remporté par Armstrong, ça veut dire que c'était pas du tout le Tour du renouveau finalement. À l'époque, Lance Armstrong, il revient du cancer qu'on lui a dépisté en septembre 1996. On lui dit à ce moment-là, les médecins lui disent qu'il a 50% de chance de survivre et 50% de décéder. Mais il est finalement en vie et bien en vie, bien plus fort même qu'avant son cancer, avant sa maladie. Et il faut dire qu'à ce moment-là, le Tour a besoin de croire en quelque chose de nouveau. 98, ça a été vraiment pourri par le dopage. Les années d'avant également, on se rappelle qu'il y a l'histoire de Bjarne Riis en 96, qu'on appelait Monsieur 60% parce qu'il avait un taux d'hématocrite à 60%, qui a très rapidement avoué son dopage. Donc le Tour reste sur des années vraiment sales. Et avec tout ça, on a envie de trouver un nouveau héros finalement. Il faut une nouvelle histoire, et une belle histoire, ce serait mieux. Celle d'Armstrong, c'est finalement celle qui est choisie naturellement. C'est l'histoire du survivant, du revenant, qui a désormais l'ambition de gagner le Tour de France. Mais quand on voit avec le recul, tout ça est vachement paradoxal. Le Tour part du Puy du Fou. On parle énormément de dopage puisqu'on est dans l'après-Festina. Les coureurs signent carrément une charte de bonne conduite où ils expliquent en gros qu'ils ne vont pas se doper, qui est lu par Laurent Lefebvre, qui est un coureur à l'époque de l'équipe Festina, qui est néophyte sur le Tour. Et au moment de la présentation d'équipe, c'est lui qui a la charge de lire cette charte. Donc un sacré rôle. Un coureur qui ensuite ira se balader dans pas mal d'équipes françaises, mais à cette époque-là, il est tout jeune et ça devait pas être une super journée de se retrouver à être celui qui devait lire cette charte quand tu sais à quel point elle n'était pas vraiment respectée dans le peloton. Et Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France dans ces années-là, parle donc officiellement dans la presse et partout du Tour du renouveau. Il fait la tournée des médias, un peu obligé de dire que tout va mieux. Il peut difficilement dire que rien n'a changé en vérité, et ça se comprend, voir que c'est pire qu'en 1998, c'est pas un discours entendable. Ouais, et les mentalités ne changent pas véritablement. Il y a même des équipes en fait qui voulaient pas venir en disant que si on est trop contrôlé, en gros, on vient pas. Ouais, les équipes Once et Banesto, donc les équipes espagnoles, qui étaient pas non plus les plus propres du peloton à cette époque-là, réclament qu'il n'y ait pas de descente de police sur le Tour. Sinon, elles viennent pas. Tout le monde a vraiment en tête l'affaire Festina, puisque rappelons que Festina, c'est le soigneur de l'équipe qui est arrêté à la douane et qui se fait arrêter avec le coffre rempli de Villivois, produits interdits. Voilà, exactement. Donc j'aime en fait, beaucoup. encore une fois, on n'a pas peur des contrôles antidopage, on a peur de la police. C'est une constante dans la lutte antidopage. Malheureusement, très souvent, c'est Ça la vient police qui toujours fait de la la police. différence et Pas pas la lutte toujours. antidopage. Voilà. Et donc Armstrong, lui, pour en revenir à notre ami, il écrase la course, notamment à Sestrières. Je sais que Polo, c'est une étape qui t'a marqué. Il écrase tout le monde. On découvre que Lance Armstrong est donc un grimpeur et un mec capable de gagner le Tour de France. Le lendemain, l'équipe titre sur une autre planète. Bon, malheureusement, c'était un peu le cas, mais au sens propre, pas seulement figuré. Il gagne au final avec 7 minutes 37 d'avance à Paris, ce Tour de France. C'est sa victoire la plus large sur le Tour parmi les 7 victoires qui lui seront ensuite retirées. Alors, il faut dire que pas grand monde ne croit à cette histoire de Lance Armstrong, le revenant qui gagnerait soi-disant proprement et qui aurait la plus belle histoire de l'histoire du sport, à part les Américains. Hein. Mais sinon, personne ne dit rien en vérité. Personne n'y croit, mais personne ne dit rien. Les exceptions, ceux qui osent parler, sont vite écartés. C'est le cas de Christophe Basson, c'est un coureur français de la Française des Jeux. Lui, il dit ouvertement que ça tourne pas rond dans le vélo, qu'il y a des problèmes dans le peloton, que le Tour du renouveau, bon, on est un peu en train de se moquer de nous. Sauf que Armstrong le prend en grippe, il l'empêche de s'échapper sur la 16e étape, il le rattrape, il lui lâche un fuck you en mondovision, et il lui demande même, enfin il lui intime de quitter le Tour de France s'il n'est pas content. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait parce que parce qu'il n'est pas content et du coup, le lendemain, Christophe Bassons n'est pas au départ du Tour de France. Exactement, c'est là que tu te dis, il y a quand même un énorme problème si Lance Armstrong peut décider de qui court ou pas le Tour de France. Donc malheureusement pour Christophe Bassons, il est un peu isolé dans son discours, personne ne le suit et il finit par quitter le Tour.
Armstrong, c'est le patron du peloton. L'épreuve voulait un renouveau. Elle se retrouve finalement avec un bourreau. En 2005, on apprend qu'Armstrong était dopé à l'EPO sur ce Tour 1999. C'est finalement parmi les seules preuves de dopage qu'on aura en dehors des témoignages qui viendront bien plus tard d'anciens coéquipiers et finalement les aveux d'Armstrong. Mais en 2005, on n'a rien d'autre, à part qu'on sait que Lance Armstrong a été positif à l'EPO sur 6 étapes du Tour 2005. C'est l'équipe qui révèle ça après la 7e victoire de Lance Armstrong. Donc 99, rappelons-le, c'est la première victoire d'Armstrong et il faut attendre que la 7e victoire soit passée pour qu'on apprenne, pour qu'on ait des preuves que Lance Armstrong était dopé sur le Tour 99. C'est possible parce que en 99, le PO n'est pas détectable. En revanche, on a gardé les échantillons et quand ils sont retestés en 2005, là, c'est détectable et on se rend compte que Armstrong, qui avait prétendu avoir passé tous les contrôles négativement et n'avoir jamais rien pris, était finalement dopé. Je vous conseille à ce sujet-là le podcast qui est tout récent, qui s'appelle Mécanique du journalisme, qui est dispo sur toutes les plateformes avec les explications de Damien Rescio. Damien Rescio, c'est un ancien journaliste à l'équipe de la cellule investigation qui, en fait, est l'auteur de toute cette enquête qui permet d'affirmer, avec preuve à l'appui, après la 7e victoire d'Armstrong, qu'il était bien positif à l'EPO sur le Tour 99. Bon, je ne vais pas vous faire cette histoire-là, c'est une autre histoire, mais franchement, allez écouter ce podcast, c'est en 4 épisodes d'1 quart d'heure, ça fait 1 heure au total et c'est vraiment passionnant. Pour en revenir à Armstrong et au Tour 99, faut dire que la chute d'Armstrong, elle interviendra en fait beaucoup plus tard, en 2012, avec l'enquête fédérale. Mais en 99, Armstrong, c'est une rockstar et il devient carrément un slogan publicitaire. Il est sponsorisé par Nike et Nike fait une pub où le slogan c'est selon les statistiques relatives aux individus touchés par le cancer, Lance Armstrong n'est plus en vie. Il ne gagnera jamais le Tour de France. Just do it. Donc on est en train de faire d'Armstrong et de son histoire un modèle à suivre pour tout le monde, alors que c'est finalement le modèle à surtout pas suivre. Mais malgré tout, point positif dans cette histoire, et on finira là-dessus, il y a quelques lucides, puisque à l'arrivée à Paris en 99, Ouest France fait un sondage. Est-ce que vous estimez véritablement que la promesse du renouveau, ce tour du renouveau, a été tenue? Il y a 49% des sondés qui estiment que non. C'est 49%, on va dire 1 sur 2. Il y a un spectateur du tour sur 2 qui est malgré tout lucide sur la performance d'Armstrong en 99. C'est dur quand même parce qu'en 99, merci à Robin, c'est vrai qu'il l'a démonté en fait le tour. Ouais. Franchement, tu vois des perfs, t'es choqué. Il prend Après, il l'a le souvent maillot gagné jaune avec 6-7 minutes d'avance quand même. Ouais, mais là, il prend le maillot jaune. En fait, la première étape de montagne n'a même pas eu lieu. Il arrive il le prend même à Metz, quoi. Enfin, c'est monstrueux. Avant même la première étape de montagne, il a déjà le maillot jaune, il le lâche pas et il te gagne. Il gagne à Metz, il gagne à Sestrières, il gagne au Futuroscope. Donc c'est Et ce qui est compliqué, marrant, quoi. c'est que il disait Tour du renouveau Et il gagne au Puy du Fou aussi, ouais. Sur le top 10 du Tour 99, Armstrong est le seul qui n'était pas là en 98. Donc finalement, il n'y a pas eu tant de renouvellement. Non, c'est sûr. Et effectivement, dans le chat, vous êtes pas mal à réagir là-dessus et on sent que c'est une histoire qui est restée gravée. Nous, c'est vraiment le début du vélo qu'on regardait à la télé. J'avais 7 piges, Paul et moi, on avait 7 piges. Donc c'est vraiment le tout début. Polo, une petite réac en plus ou on est OK? Non, mais Armstrong, c'est un personnage intéressant parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, dans le chat, si tu fais un sondage en disant qu'est-ce que vous pensez de Lance Armstrong, les avis seront partagés. C'est ça qui est fou. Il y aura évidemment beaucoup plus de noms, mais je serais curieux de voir le nombre de personnes qui ont grandi et qui ont construit leur amour du vélo autour des performances, entre guillemets, et surtout des images qu'ont laissé dans la tête les performances de Lance Armstrong. Les images du Tour 2003, notamment, ces images aussi en 99 qui sont terribles. Voilà, il y a des gens dans l'histoire qui ont des palmarès bien plus importants que Lance Armstrong, qui ont été pris pour dopage et qui n'ont jamais été inquiétés. Donc, on me dira que c'est une autre époque, etc. Mais voilà, le dopage a toujours existé. Je pense qu'il fait partie de manière très étroite de l'histoire de tous les grands champions de ce sport depuis le début de son existence, de Fausto Coppi jusqu'à Chris Froome. Voilà, où est-ce que maintenant tu places Lance Armstrong, est-ce que tu peux faire la part des choses ou pas? C'est une question à laquelle on pourra s'y intéresser un jour.
Mais pour le coup, je trouve ça intéressant. Mais quoi qu'il arrive, pour revenir à la chronique de Robin, ce Tour de 1999, il est risible. Parce que il y a encore des Laurent Dufaux dans le top 10, il y a encore des Richard Virenque dans le top 10, alors qu'on on te promettait un Tour du renouveau, ça veut rien dire. Enfin bref, voilà, je vais pas rajouter à Non, je vais pas rajouter à ce qu'a dit Robin, mais sur le cas Armstrong et sur la manière dont le dopage laisse des traces dans le cyclisme, il y aura des bons débats à faire. Juste pour rappeler, certains demandaient dans le chat le nom du podcast. C'est Mécanique du journalisme. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'avais partagé sur ton Twitter. Donc, ouais, exactement. Si vous êtes en voulez galère le et que vous le retrouver, trouvez vous pas, êtes sur le Twitter de Robin Watt. Et vous trouvez ça. Robin Watt, d'ailleurs, tu t'es dit, tiens, par rapport au Watt du vélo ou rien non, du tout, pas du tout. C'est le diminutif de mon nom quand même. Oui, mais est-ce que tu t'es dit, tiens, Non, c'est juste qu'au tout début, si tu veux l'histoire, quand j'ai commencé à signer des articles sur Internet, quand j'avais 14-15 ans, j'avais pas envie de mettre mon vrai nom. Voilà. Il se trouve que c'est resté. Envie de devenir famous. Bah après, je me suis dit, quand tu commences à travailler pour de vrai et à être payé pour ça, c'est mieux de mettre ton vrai nom, quoi. C'est vrai. Intéressante petite histoire. Quiz, les copains. On le rappelle, Polo mène donc 3-1. Je rigole, Robin, 3-2. 3-2 pour Paul, du coup. Aujourd'hui, le quiz, du coup, possible bordure mardi. L'émission, mon Sams, va être disponible en replay sur YouTube, mais on en a un peu parlé. Possible bordure lundi, ça dépendra du vent, tout simplement. Mais c'est pas impossible, notamment dans les 30 derniers kilomètres. Le quiz, donc, Paul, tu mènes 3-2. Aujourd'hui, on va faire des qui suis-je. On va faire 5 qui suis-je, mais ça va être des qui suis-je un peu plus rapides, parce que c'est une phrase. Qui suis-je en une phrase. On y va donc pour le premier qui suis-je. Je suis lanterne rouge du Tour de France. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ah si, je sais peut-être. Dainese. Ce n'est pas Dainese. Je vous donne quelques infos. Je sais pas. Je suis tombé. Non, je l'ai pas. Je suis tombé et je suis français. Turgis. Ah voilà. Tu l'as, Paul, tu mènes 1-0. Et dans le chat, c'est Seth Quent qui l'a trouvé. Bravo. Guerrero est avant-dernier. Il a 17 minutes, Anthony Turgis, qui malheureusement. Pas cadeau, Guerrero, les stigmates de la chute. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Je crois qu'il s'est fait griffer par un tigre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il poste la photo. C'est assez ouf. Deuxième question. Je suis une équipe en tête du classement des équipes. Jumbo. Ouais, exactement. Bien joué. Un partout. J'ai porté le maillot jaune sur le Tour de France 99. Armstrong. Et je ne suis pas Lance Armstrong. Ah. Je sais pas. Chris Boardman. Non. Ce n'est pas Chris Boardman. Cipollini. Non, alors c'est en tout début de tour. Et c'est mais Armstrong, il gagne le prologue, non? Ouais, mais il le perd après. Oui, il le perd. Il le laisse à un coureur des pays baltes. Un des 3 pays. Kersipou. Exactement. Yann Kersipou, solide. Et tu l'as trouvé, donc du coup, juste après, Bapt Terle, ça a popé dans le chat en même temps que toi, donc c'est bien joué. Trouvé avant toi. Donc félicitations. 2-1 pour Robin. Il reste 2 questions. Très rapide. Je suis 2e du classement général. Lampard. Van der Poel. Merde. Lampard, putain. Alors, on se retrouve dans la situation où le nouveau barème rentre en compte. Je le rappelle, Paul mène 3-2. Robin est en train de mener 3-1 sur ce quiz-là. On va donc mettre en jeu la carotte du quiz. Donc, Robin, si tu gagnes 2 points sur le quiz et tu repasses donc à 4-2. Paul, 4-3. Paul, si tu gagnes 1 point et tu mèneras 4-2. On est d'accord? Ouais. Ça peut être rapide aussi. On a cité son nom il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai terminé 7e aujourd'hui.
Dainese. Dainese, exactement, Yes. Robin. Dainese qui gagne donc ce quiz 5-1 et du coup, même 6-1, parce que ça valait donc 3 points. Et donc, Robin, Au général, tu 3 repasses points. devant. Ah Tu non, repasses 4 devant. points. Il y a donc 4-3 pour Robin au quiz. Bien joué. Ricardel, il a dit, il comprend rien. Bien En joué, fait, bien joué. l'idée, c'est que la dernière question valait triple et que si Polo gagnait grâce à une question triple, il marquait qu'un seul point pour le général. Alors que si je gagnais de manière honnête, disons, je gagnais 2 points. Voilà. Et donc, félicitations. Ah, il avait rien compris. Bon. Pourtant, j'ai mis du temps, mais voilà, tout simplement. C'est vrai que tu avais Robin l'a expliqué. peut-être mieux expliqué. Donc voilà, 4-3 pour Paul, pour Robin qui tentera de repasser devant. Donc mardi, on se retrouve mardi à 19h pour une nouvelle quotidienne du Tour de France, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Polo, merci Robin. Je vous souhaite un bon repos, tout Merci, simplement, Joseph. de revenir plus fort. On se retrouve donc en France, les amis. Ciao, ciao les rouleurs, gros bisous. Et merci encore à tous de nous avoir suivis. On a été plus de 400 aujourd'hui. Merci pour la force et ça nous donne envie encore plus de continuer. Bon Tour de France, bonne suite de Tour de France et bon repos. Ciao, ciao, bisous. Salut les gars. Salut.